Bon, ça tourne. Coucou les amis. Donc petite vidéo en fait aujourd'hui qui va être donc basée à nouveau sur le thème en fait des prisons psychologiques. Bon, il y en a plein des prisons psychologiques, hein. Donc l'idée c'est un petit peu de brasser certains cheminements, donner quelques éclaircissements et puis expliquer aussi parfois comment on peut aussi les contourner. Alors aujourd'hui, cette prison psychologique, elle va s'appeler le jugement. Le jugement qu'on peut avoir à l'égard de soi-même, à l'égard des autres, en fait, comment ça se construit, et l'impact que ça va forcément avoir dans notre capacité, justement, à réagir à notre environnement ou à vivre des situations, ou comment, en fait, on peut se bloquer, en fait, soi-même, quelque part, dans sa propre vie, parce que, tout, forcément, part de vous, évidemment. Et votre réalité, elle se trouve entre vos deux oreilles, c'est votre cerveau. Donc vous êtes finalement l'architecte et le créateur, en fait, de l'ensemble des choses. Et on verra aussi que pour le coup, le monde extérieur, il n'est que le reflet, en fait, j'ai envie de dire, de vous-même. Alors, on va parler du jugement, on va parler des valeurs et des prisons que ça peut créer. Alors, le jugement, si on prenait un cas très classique en cabinet, dans lequel beaucoup de personnes peuvent se retrouver, vous allez voir que souvent, qu'importe l'origine du problème, en tout cas pour beaucoup de problèmes, qui vont être liés, on avait parlé de la dépression, la déprime, du burn-out, qu'on a commencé à parler, où il y avait toujours une origine qui venait en grande partie d'événements forcément qui sont passés au préalable, mais souvent qui remontaient à la petite enfance. On avait donné des explications sur qu'est-ce qui pouvait déclencher tout ça et comment ça pouvait organiser l'histoire de vie. Alors on va prendre un cas courant. On a beaucoup de personnes qui vont venir en cabinet et puis très rapidement on va arriver finalement à la perception qu'ils avaient de leurs propres parents. Et puis dans l'idée, on va toujours retrouver des choses. Voilà, moi mes parents ils me donnaient pas l'attention que j'aurais souhaité. Parfois ils étaient castrateurs, parfois ils étaient dans le rabaissement. Parfois, ils me donnaient pas le temps que j'aurais souhaité. Ils me donnaient pas, voilà. On va voir finalement tout un système qui va dire, parce que je n'ai pas eu ça, au final je suis devenu ça. Alors dans les faits, pourquoi on va parler du jugement? Parce que c'est très important. Vous savez, on va partir du principe que on va appeler ça des schémas transgénérationnels. En gros, chaque peur qui n'est pas dépassée, en fait, chez vous, ou chez vos parents, ou vos grands-parents, a tendance, en fait, à se transposer, se transmettre, si vous préférez, en fait, à notre génération. Dans une forme qui peut être plus ou moins identique, ou complètement différente. Et c'est en ça, vous allez voir que ça va être très compliqué de pouvoir juger, j'ai envie de dire, nos aïeuls, parce que dans les faits, la forme sera juste différente, mais vous allez reproduire la même peur, en fait. Alors moi, j'aimerais partir du postulat suivant, c'est que, en tant que parent, moi personnellement, ou ceux que je peux rencontrer, j'ai envie de dire, en tout cas dans ma croyance, dans ma perception, que chaque parent fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, mais démarre d'une bonne intention. Maintenant, dans les faits, il ne faut pas non plus oublier que vos parents, on pourrait aussi parler des gens en fait en général, ont un parcours, ont une histoire, ont un contexte sociétal dans lequel ils ont grandi. Et parfois ont connu des blessures et des souffrances eux-mêmes, des trahisons eux-mêmes, des séparations eux-mêmes, en fait, toutes ces multitudes de choses qu'on peut vivre, en fait, en tout cas au quotidien. Et dans ce regard-là, et c'est là où souvent on n'y met pas forcément la compréhension, et surtout quand on y est enfant, c'est normal, on n'a pas forcément les ressources pour comprendre ça à ce moment-là, c'est qu'on peut, par rapport à nos attentes à nous, étant plus petits, attendre certaines choses, et qui parfois seront données dans une forme qui sera différente. On va dire que déjà, chez eux, il y aura déjà des mécanismes de défense, des mécanismes de préservation, des projections d'eux-mêmes. Tiens, j'ai l'impression de ne pas avoir réussi et j'aimerais que toi tu réussisses. Et donc ça va être plutôt du il faut, tu dois. Ça peut même passer par du rabaissement dans le but de faire réagir et ainsi de suite. Il peut y avoir des tonnes de stratégies. Et dans la finalité, dans le regard de l'enfant qu'on a été, ou de l'ado, qu'importe encore une fois dans le stade, c'est que ça peut être perçu, comme on avait vu dans les vidéos précédentes, un peu comme le fait de se sentir rejeté, dans le sens où on ne se sent pas accepté pour ce qu'on est. Dans le sens en fait où ça insécurise, parce que forcément, les attentes, elles peuvent être portées très haut et on se posait la question, comme on a vu dans la vidéo en fait sur l'échec, où on peut des fois avoir l'impression de ne pas avoir les épaules pour porter tout ça.
Et je vous invite à revenir dans les vidéos précédentes pour comprendre un petit peu le cheminement de tout ça. Dans les faits, souvent, on va se rendre compte que ces enfants grandissent et parfois, pour certains, à leur tour, deviennent parents. Et là, on va voir que dans les modèles, il y a certaines choses qu'on va mimer, certaines choses on va dire, mais moi, comme j'ai manqué de ça, moi, je vais faire complètement différemment, en fait. C'est-à-dire que, comme j'ai manqué d'attention, d'amour ou de reconnaissance, moi, je vais tout faire finalement pour protéger, préserver et ainsi de suite. Et c'est là où vous allez voir que c'est assez vicieux, en fait, et c'est pour ça qu'on parle de schéma transgénérationnel. C'est que cette peur, on va partir du principe qu'elle est compensée. Moi, j'ai manqué d'attention, d'amour et de protection. Alors moi, je vais faire complètement différemment avec mes enfants. Ça va prendre la forme de ce qu'on avait vu, le syndrome de la bonne poire. Je vais me plier en quatre pour les autres, je vais avoir peur de leur dire non, et je vais surtout chercher à surprotéger. Mais pas de bol, en fait. Ces choses qui n'ont pas été dépassées, chez ce nouvel individu qui devient parent, se transmettent. Parce que cette personne, elle va créer un environnement où il y aura quelque part, dans sa représentation, une vision du monde qui peut être complexe, qui peut être difficile, dans lequel il faut préserver, protéger. Et c'est là où ça commence, parce que parfois, en fait, chez notre enfant, on va avoir du mal en fait à le laisser vivre. Chaque chose va être un peu perçue comme un danger, et on va faire les choses pour lui, en partant du principe, comme on avait vu, qui sait pas faire, qui est pas à la hauteur, qui est pas capable, c'est toutes les idées inconscientes qu'on lui transmet, que le monde est dur, et ainsi de suite. Et dans les faits, cet enfant, il va être amené en fait souvent à étouffer dans tout ça. Pourquoi ? Parce que le but, comme on avait expliqué de cet enfant, c'est d'aller à l'autonomie. Et pour aller à l'autonomie, il doit se confronter à son environnement et être lui. Chose que là, dans les faits, on va lui transmettre déjà nos angoisses et nos peurs, nos prisons psychologiques, alors que ça part d'un bon sentiment, dans le but de le préserver, mais en faisant les choses pour lui, en ne lui permettant pas parfois en fait d'expérimenter son monde, ça va complètement l'insécuriser, parce qu'il va partir du principe inconscient qu'il n'est pas capable, qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il ne sait pas faire s'il n'y a pas un référent derrière lui. Et on avait vu que ça étouffait. C'est-à-dire que c'est comme si vous preniez un animal et vous le compressiez un petit peu plus tous les jours. À un moment donné, cet enfant, il va partir du principe qu'il ne sait pas faire, qu'il n'est pas à la hauteur, et que l'environnement, en effet, il est compliqué et difficile. Et dans ces faits-là, vous allez voir que cet enfant, il va vous renvoyer les choses de cette façon. Il va devoir s'extirper de ce modèle-là pour chercher en fait à exister par lui-même. Et c'est là où ça va créer de la confrontation. C'est là en fait où ça va créer en fait de la tension, qui va ramener en fait dans toujours notre mode combat, on a dit, ou tétanie, ou fuite, par l'agacement, l'irritation, et ainsi de suite, la colère et tout ça, ou à l'école dans le fait que ça se passe pas bien, ce qu'on a parlé un peu sur l'échec scolaire, donc je vous ai vraiment regardé tout ça, ou si l'âge le permettait, ou la situation, je prends la fuite. Parce que je sais quelqu'un qui va m'accueillir ou quoi que ce soit. Dans les faits, à ce moment-là, en fait, j'ai envie de dire, dans le regard de cet enfant qui vit ça, vous allez devenir son persécuteur. Et lui, il va se voir en tant que victime. Et parfois, il va vous juger, en fait. Il va prendre le rôle du sauveur, en disant qu'il fera lui complètement différemment. Mais pas de bol, comme vous l'avez remarqué, déjà, comme vous avez vécu les choses, vous-même, parent, quand vous étiez enfant, dans ce regard-là, votre inconscient, il avait déjà pris un rôle. Quand il vivait ces choses-là, même si la forme pouvait être différente, il se voyait déjà en tant que victime. Et il voyait son parent comme le persécuteur. Et il a lui-même pris le rôle du sauveur, en disant je vais faire complètement différemment et je vais juger en fait ce que je n'ai pas, ou ce que je n'ai pas eu. Et à ce moment-là, on va appeler ça le triangle infernal de Karpman. Alors pourquoi on l'appelle le triangle infernal de Karpman ? Parce que l'inconscient, il va avoir trois rôles. La victime, le persécuteur et le sauveur. Et pourquoi c'est le triangle infernal de Karpman ? Parce que dès que vous prenez un rôle, vous prenez systématiquement les deux autres. Si on reprend un petit peu la chaîne, j'ai vécu telle ou telle chose, tel manque, machin, je me suis vu en tant que victime, mes parents étaient le persécuteur, moi j'ai voulu faire complètement différemment. Dans les faits, je transmets la même peur, mais la forme va se faire différemment. Moi je suis parti dans le désir, le parent là, de vouloir protéger et préserver, mais je vais arriver dans les mêmes situations dont la forme sera typiquement différente. Elle aura été simplement compensée, mais on aura revécu la même chose.
Et c'est un cercle vicieux parce que tout le temps où ce cheminement n'est pas dépassé dans les générations, il mute dans sa forme, mais se renouvelle en permanence dans la construction psychologique de l'enfant qui était vos parents, chez vous en tant que parent et dans les conséquences de votre vie et dans ce que vous allez créer chez vos enfants. C'est-à-dire un schéma d'insécurité, un manque d'estime de soi, avec toutes les conséquences que ça va avoir. Dans ma façon de me réagir aux situations dans le présent, de me projeter dans l'avenir, de vivre mes relations, la façon finalement de m'interdire tout un champ de possibilités, ma façon finalement de croire en fait en l'échec comme on avait vu, et la façon dont le corps va réagir à tout ça évidemment, ce qui pourra générer du symptôme à long terme. Alors c'est une possibilité, c'est pas forcément vrai pour tout le monde, mais en tout cas, ça peut amener à de la compensation, une porte ouverte aux addictions, ça peut amener en fait à créer de la symptomologie en fait qui va être liée en fait à l'anxiété ou des mécanismes de défense qui vont empêcher en fait d'aller vers l'avant ou de mettre en place des choses. Voilà, donc une belle boucle qui va amener en fait à construire tout ce système-là. Alors pourquoi maintenant je reviens au jugement et aux valeurs? Parce que vous allez me dire, mais attends, de quoi il me parle? Parce que forcément, chaque individu va construire ce qu'il est, parce qu'il lui est transmis, mais aussi sur sa propre histoire, des valeurs. On a vu à parler un petit peu du monde manichéen, vous allez voir que c'est un peu la même chose, on va construire des valeurs aidantes, qui vont avoir cette tendance parfois à nous valoriser, forcément, à nous mettre en avant. Mais le problème de tout ça, vous allez voir, c'est qu'on va rentrer aussi dans ce triangle infernal de Karpman, en fait. Et avant d'aller tout ça, c'est vrai que je me rends compte que j'ai pas fait ma petite conclusion sur mon premier système, c'est que, en gros, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que ne jugez pas vos parents. Parce que vos parents, comme je vous l'expliquais, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mais si nous, en fait, si la forme change ou elle est reproduite, on transmet la même chose et que nos enfants le vivent pas forcément bien, en quoi vous pouvez juger vos parents? Parce que la forme a été différente, certes, mais vous continuez à transmettre un modèle, même si ça part d'un sentiment bienveillant, mais dans les faits, c'est ce qui se passe. Donc déjà en ça, c'est déjà en fait quelque part une contradiction, et on verra avec ses propres valeurs. Et quand on parle de valeurs, on rentre dans un monde manichéen. Pourquoi? Parce que le monde manichéen, je rappelle, c'est les extrêmes. C'est bien, c'est pas bien, c'est blanc, c'est noir, c'est je gagne, je perds. Ouais, c'est un monde en deux dimensions en fait, dans lequel il n'y a aucune nuance. C'est ça le monde manichéen. Alors maintenant, pour en revenir un petit peu au jugement, c'est que quand on voit ce système de valeurs, on a tous des valeurs et il faut comprendre un petit peu comment on attire les gens à nous et qu'est-ce qui crée de la répulsion. Vous allez, alors je peux parler du rapport physique, vous allez être attiré par des gens qui vont vous renvoyer un système de valeurs qui peut être proche du vôtre ou des valeurs que vous convoitez. C'est ce qui va créer une forme d'attirance. Et vous allez souvent être répulsé par des gens qui vont vous renvoyer à des parties de vous, parfois que vous n'assumez pas, ou des valeurs qui sont antagonistes aux vôtres. Mais dans ce regard-là, en fait, qu'est-ce que ça construit? Ça veut dire que tout ce qui va ressembler à ce que je suis, à ce que je convoite, je l'accepte dans une certaine mesure. Mais tout ce qui sort de ça, je le rejette, je le juge. Parfois, pour certains, je le condamne, je le méprise. Et dans ce regard-là, à ce moment-là, ça va créer beaucoup de discrimination. Parce que vous allez vous poser en tant que porteur de la vérité, du moralisateur, mais vous allez inconsciemment juger et rejeter ce qui en sort. Et c'est dans ce sens-là où vous allez voir où ça va être plus facile de juger que de comprendre. Et dans ce sens-là, la notion de valeur peut devenir un gage très limitant, très discriminant. Alors on va le retrouver dans tous les actes dans notre société, on le voit tous les jours, à l'égard d'une religion, à l'égard d'un sexe, à l'égard en fait d'une façon de penser. Alors, on va le voir dans la politique, on va le voir finalement dans le culturel, on va le voir finalement dans tous ces axes en fait finalement qui sont aujourd'hui un des détonateurs finalement pour où on s'en sert. Je ferai une vidéo là-dessus pour expliquer un petit peu comment s'articule une société sur le principe en fait de la valorisation et de la diabolisation et comment en fait ça devient très facile d'instrumentaliser les gens, en gros sur leur propre peur. Donc voilà, sur ce système-là, dans les faits, à partir du moment où inconsciemment on accepte nos valeurs, mais on accepte aussi de juger ce qui ne rentre pas dedans, on devient le persécuteur en fait de l'autre,
sans le vouloir, même si c'est pas notre intention, mais dans les faits, c'est ce qui va se produire. Dans notre façon de l'aborder, dans notre façon de percevoir les choses, dans notre façon de réagir, et ainsi de suite. Et dans les faits, lui, dans ce qu'il va recevoir, il va se voir en tant que victime. Et parfois, lui, dans son regard, il sera aussi le gardien de certaines valeurs. Il va parfois pouvoir le juger et vous le renvoyer. Et ça va créer un climat conflictuel, évidemment, parce que, bon, j'ai envie de dire, pour tout le monde, on n'est pas forcément dans l'envie, dans la mesure de vouloir se prendre des pavés gratuitement. Donc parfois, on peut prendre la fuite, on peut se soumettre à quelque chose par peur, et on peut s'y confronter. Et où je veux en venir, c'est que dans tout ça, finalement, toute cette notion de jugement ou de valeur, elle va amener à quoi? Potentiellement à mal se faire vivre les choses, à mal les faire vivre à l'extérieur, et de toujours s'enfermer dans ce triangle infernal de Cartman qui repose sur quoi? La peur du rejet, tout simplement. Et on revient toujours, je referme la boucle, excusez-moi du terme. Et en effet, la seule façon de dépasser tout ça, c'est de pouvoir dépasser nos peurs, et nos peurs qui se construisent sur des croyances, des représentations, des prisons psychologiques, comme on a vu, qui sont parfois des modèles que j'ai pu entendre ou voir, que j'ai fini par croire par mimétisme, ou suite à un événement où mon cerveau inconscient a interprété et s'est enfermé dans une vision limitante en fait de la chose, qui m'amène à réagir d'une certaine façon. Donc dans les faits, si on devait reprendre le rapport qu'on avait à nos parents, qui peut être déclencheur de beaucoup de choses qu'on n'a pas acceptées et digérées et qui vont ressurgir dans le quotidien, vous allez voir que déjà avec ce terrain-là, et vous allez voir que parfois avec ce que ça va mettre en place, finalement, parce que ça va mettre en place justement cette dynamique-là, tous les événements, en tout cas pour certains des terrains sensibles que j'ai vécus, peuvent être amenés à résonner en fait en permanence, et à devoir en chaque fois venir amplifier ce phénomène dans ma façon dont je vais regarder l'autre, dans ma façon dont je vais réagir par rapport à l'autre aux situations. Alors bien sûr, ça peut se mettre en place dans notre relation de parent-enfant, comme on l'a vu, ça peut se mettre en place dans notre rapport à l'amitié, dans notre rapport à l'autre, à l'étranger, ça peut se mettre en place finalement dans l'ensemble de nos relations, donc évidemment aussi dans la voie professionnelle et ainsi de suite. Donc dans tous les cas où je veux en venir, c'est que ce jugement, déjà, dans les faits, il est complètement injuste, il est complètement hypocrite de nous à nous, parce que dans les faits, le monde externe n'est que le reflet de ce que vous êtes, et c'est déjà un paradoxe en fait en soi. C'est là où je voulais en venir, c'est un paradoxe. Donc c'est pour ça que j'en ai à cette conclusion, à cette phrase, il est plus facile de juger que de comprendre, parce que à l'inverse, si vous apprenez à regarder au-delà des gestes, au-delà des mots de ce que les gens vont vous dire, vous allez très vite observer, imaginons, comme je disais, je m'énerve face à vous, je suis très gestuel, je m'énerve, mon ton il monte, je suis très agressif, avec des mots pas forcément cool. Ah oui, si vous regardez les choses comme ça, vous passez complètement à côté des choses. Parce que en réalité, vous allez fixer sur les mots, sur le sens des mots, sur la gestuelle, sur le comportement agressif, sur les mimiques, et vous allez vous voir en tant que victime, et vous allez être en réactivité par rapport à ça. Mais si vous changez le prisme, et vous regardez les choses différemment, et que vous allez au-delà de tout ça, que vous vous posez la question suivante. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? De quoi il a peur? Alors à ce moment-là, ça change tout. Parce que instinctivement, vous savez, quand vous voyez quelqu'un qui est dans la peur, vous avez ce naturel à vouloir le comprendre et l'aider. Et ça va favoriser la communication. Ça va favoriser en fait le fait de pouvoir agir envers l'autre, de le comprendre. Et souvent, vous allez aussi comprendre implicitement, quand vous comprenez ça, qu'à chaque fois, cette personne, elle va vous renvoyer à vous vos propres peurs. Et tout le temps, vous allez vous énerver et rentrer dans ce système-là. Dites-vous aussi que la peur que cette personne a, vous l'avez parce que vous raisonnez en fait dedans, tout simplement. Donc c'est toujours, vous voyez, une distorsion du cerveau qui a été conçue, qui a été créée par nos événements de vie, et parfois mal interprétée, qui nous amène à toujours alimenter et à surenchérir des modèles qui vont se répéter dans des formes différentes, et qui nous font tourner en fait en boucle. Voilà, c'est un pattern, une boucle de vie. Voilà, des schémas en fait bouclés, réactifs, qui se basent sur des croyances, des représentations, et dans lequel à la fin on dit toujours qu'on a raison d'une certaine façon, tout en rejetant l'autre. Alors,
Je l'ai un peu caricaturé, hein, cette vidéo, parce qu'elle comporte beaucoup de nuances, en effet. Volontairement, je reste caricatural dans mes vidéos, de façon à ce qu'on puisse vraiment s'identifier. Et puis voilà, je ne vais pas aller plus loin, parce que je vois que ça fait déjà 20 minutes. Je vous invite, si vous avez des questions, vous avez donc mon Facebook, hein, qui sera marqué, et que vous aurez justement, qui sera diffusé sur mon Facebook. Donc vous le verrez forcément parfois par le lien que vous allez recevoir. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas aussi à réaliser une chose très très simple. C'est que ces systèmes-là, c'est pas une fatalité, hein, loin de là. Hein. C'est que ces systèmes-là, ça a été une construction psychologique, mais on peut aussi apprendre le cerveau à sortir de tout ça, évidemment. Parce que tout ça, ça impacte votre estime de vous, votre façon de regarder le monde et ainsi de suite. Alors, moi, je vous encourage, si vous n'avez pas, ou si vous ne ressentez pas cette capacité à le faire par vous-même, à comprendre et à voir tout l'impact que ça a sur votre vie et à quel point ça vous enferme, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner. C'est important. C'est important dans le sens où tout ça, ça sclérose en fait votre vie. Complètement. Ça définit vos relations, votre façon de vous projeter, votre façon en fait de vous réaliser en fait en général. Et où je voulais vous amener, c'est que tout ça, tant que vous ne le dépassez pas, vous le transmettez aux personnes qui vous sont le plus chères. C'est ça qui est, encore une fois, parfois pas forcément cool. Et on leur transmet notre propre prison, en fait, hein, nos propres prisons, parce qu'il y en a plusieurs. Donc voilà, je vais arrêter là-dessus. Donc cette vidéo, je la mettrai sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, voilà. Partagez en fait massivement sur les réseaux, de façon à ce que ce soit vu, que ça peut donner des pistes. Et rappelez-vous, donc moi, je suis donc spécialiste donc, du changement rapide sur la commune de Courrières, en fait c'est dans le Pas-de-Calais. Et donc pour le bagage, en fait, je vous ai déjà un petit peu parlé de ce que je faisais. Donc j'étais dans la thérapie brève, par le biais de l'hypnose, la programmation neurolinguistique, l'analyse transactionnelle, la sophrologie, la psychopathologie. Je suis dans la thérapie de couple, je suis dans l'accompagnement aussi d'athlètes de haut niveau. Je suis entraîneur aussi à côté d'athlètes de haut niveau. Et je suis dans la naturopathie. Donc voilà, partagez, n'hésitez pas, je vous laisserai mes coordonnées téléphoniques. N'hésitez pas à appeler pour simplement prendre des renseignements. Il n'y a rien qui vous engage à rien. Vous savez, moi je suis pas dans le clientélisme. Hein. C'est les gens, quand ils ont envie d'expérimenter, ils viennent faire une séance, ils se font leur retour. Souvent, ça avance très très vite et très très loin. Après, s'il y a encore nécessité, je laisse revenir vers moi. Je ne pousse pas les gens à quoi que ce soit. Voilà. Écoutez les amis, passez une belle journée. Il y a un soleil, je vois en tout cas à l'extérieur qui est en train de se lever. Donc profitez de cette belle journée. Et puis à très bientôt. Allez, bye.